Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, l'invité de 8h30, comme chaque samedi sur France Info, à la radio et à la télé, avec Charlotte Chaffanjon, journaliste à Vanity Fair. Bonjour Charlotte. Bonjour. Notre invité ce matin, Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Bonjour monsieur. Bonjour. On va évidemment revenir sur l'affaire qui embarrasse la France insoumise, des soupçons de surfacturation dans la campagne de 2017, soupçons révélés hier par France Info, des révélations qui ont fait sortir Jean-Luc Mélenchon de ses gonds. C'était hier après-midi au siège de la France insoumise. S'il s'agit de nous salir, je dois admettre que, au terme de 4 jours de bashing ininterrompu, il est certain que, sans doute, ici et là, des esprits faibles auront peut-être été impressionnés. Mais pour ce qui concerne l'essentiel de ceux qui se sont déjà rassemblés autour de nous, les 7 millions de personnes qui m'ont fait l'honneur de voter pour ma candidature, je ne crois pas que nous ayons été atteints, tout au contraire. Beaucoup ont été galvanisés, comprenant que la violence du choc que nous subissons est proportionnelle à la peur que nous inspirons, à juste titre, à nos adversaires. Jean-Luc Mélenchon, hier au siège de la France insoumise. Charlotte Chaffanjon. Oui, alors Sébastien Jumel, est-ce que vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon, que la presse, les médias, la justice, la police sont là pour le salir dans cette affaire ? Immédiatement après les faits, la perquisition du matin, j'ai affirmé une solidarité, considérant que quand on tape contre notre camp, il faut être solidaire. Ensuite, je vois que ça prend des proportions de bulles, d'excitation, d'énervement, qui me conduisent à dire qu'il faut retrouver un peu de sérénité et de tranquillité, et puis laisser la justice faire son travail, laisser à Jean-Luc Mélenchon le soin d'établir ses argumentations, sa défense, et puis au bout du compte ne pas se laisser détourner de l'essentiel, parce que cette affaire, elle arrive la semaine où on examine la loi de finances à l'Assemblée. Mais pardon, mais en fait, ma question était vraiment sur le fond du discours de Jean-Luc Mélenchon. Il parle de boucle Macronie, parquet, médias. En gros, il a un discours qu'on pourrait qualifier de complotiste. Est-ce que vous adhérez à cette pensée ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté du pouvoir, des institutions, de faire tomber Jean-Luc Mélenchon, de le salir, de faire mal à la France insoumise? La question est précisément celle-là. Est-ce que cette police politique existe ou pas ? Moi, je pense que le matin, lorsqu'on voit 100 policiers se déployer d'une manière disproportionnée, on se dit, il n'y a pas de hasard en politique, ça tombe un jour de remaniement, et ça paraît disproportionné par rapport à ce qu'on a vu se développer à l'égard du MoDem, par exemple, ou à l'égard des révélations faites sous les sous-facturations, Beaucoup d'autres partis ont subi les mêmes perquisitions. Sur la responsabilité des médias, je ne crois pas. Moi, j'ai confiance aux institutions de la République. Je pense que notamment le France rôle Info des médias qui a révélé l'affaire de mensonges, d'être une radio d'État. Vous dénoncez ces propos ? Je pense que le rôle des médias en démocratie est utile, que vous faites votre boulot le plus consciencieusement possible, et je ne porte pas de jugement là-dessus. Après, force est de constater que quand, pendant 4 jours, on s'en prend sur la carafe, on peut perdre son self-control. Il semble que c'est ce qui se passe. Il a réclamé l'annulation des perquisitions et réclamé que lui soit restitué tout ce qui a été pris, donc à son domicile et au parti. Vous pensez que c'est une demande légitime, l'annulation des perquisitions ? Je suis ni magistrat ni procureur, je suis plutôt au quotidien avocat du peuple. Je pense qu'il y a un souci pour la démocratie si, à un moment donné, les fichiers des partis politiques, les banques de données des partis politiques tombent entre n'importe quelle main. Maintenant, les avocats, j'imagine, vont faire leur œuvre, la justice va faire son œuvre sur un temps d'ailleurs plus long que le temps médiatique. Et moi, j'aimerais, pendant ce temps-là, qu'on parle des préoccupations des Français, parce que je pense que c'est le principal piège dans lequel on peut tomber. Se regarder le nombril, perdre de vue l'essentiel, un gouvernement qui continue à taper fort sur nos concitoyens. Alors, Sébastien Jumel, sur les retraités parlons tout de notamment. même, avant de parler des autres problématiques qui nous concernent évidemment, du fond de cette affaire. La cellule d'investigation de Radio France nous dit que la société de Sofia Chikirou aurait facturé certaines prestations extrêmement chères durant la campagne. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça vous choque ? Quelle est votre réaction sur le fond de l'affaire ? Moi, sur le fond, j'ai aucun élément. J'étais pas... si ces faits étaient avérés, dans le staff une enquête est en cours. de campagne, il semble que le compte de campagne a été validé. Il semble d'ailleurs qu'en matière de compte de campagne, c'est plus problématique d'avoir des entreprises qui sous-facturent et du coup qui aident indirectement
un candidat que des surfacturations, puisque comme vous le savez, les aides publiques pour un compte de campagne sont plafonnées et sont remboursées à 50% des dépenses. Pour le reste, moi, je n'ai aucun élément du dossier. Ça vous choque ou pas? Ça vous semble probable, ces surfacturations? Non, enfin, j'ai vu, je lis la presse et j'écoute attentivement non seulement France Info, mais l'ensemble des médias. Quand je compare les dépenses de campagne de Mélenchon avec d'autres candidats, je me dis que ça avait pas l'air complètement disproportionné. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Et les enquêtes sont en cours, effectivement. Tout à fait. Ces révélations de la cellule d'investigation de Radio France ont mis hors de lui Jean-Luc Mélenchon, qui était votre candidat à la présidentielle et qui aspire toujours au pouvoir. On a vu des images assez violentes d'un Jean-Luc Mélenchon poussant un procureur, criant à la télé que sa personne est sacrée. Vous l'avez soutenu, vous l'avez accompagné dans cette campagne présidentielle. Est-ce que vous le reconnaissez ou est-ce que vous avez l'impression qu'il a, pour parler très familièrement, un peu pété les plombs cette semaine ? C'est une bête politique capable du meilleur. Et puis, au bout du compte, je me dis, quand je vois ces images... On les a tous vues. Elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Elles ont fait le tour des réseaux, etc. Qu'il y a des animaux froids en politique. Et puis, il y en a qui ont des failles. Et qui, il a dit lui-même, il est méditerranéen, sanguin. Ça c'est pour le moins vu. Moi, je me dis, il y a deux types de réactions face à ça. Il y a des gens à qui ça fait peur ou que ça perturbe. Et moi, je me dis que tout compte fait, ça peut l'humaniser un peu. Parce que qui n'a pas de faille autour de cette table? Qui, lorsqu'il est confronté à des difficultés qui s'accumulent, est pas en situation d'exprimer de la colère devant une injustice. Donc voilà. Alors, est-ce que j'aurais réagi comme ça? Non, parce que c'est pas ma personnalité. Et puis parce que c'est pas mon histoire. Mais au bout du compte, moi, je suis pas procureur. Je constate. Je me dis que c'est une mauvaise séquence et qu'il est temps de revenir au problème des Français. Sébastien Jumel, il y a une crise actuellement au Parti communiste français, on ne peut pas l'ignorer. Le texte de l'actuel secrétaire national Pierre Laurent a été mis en minorité lors d'un vote des militants il y a 15 jours. Est-ce qu'il doit démissionner maintenant, Pierre Laurent ? Il y a un débat au Parti communiste et je pense que c'est plutôt sain pour un parti de pas être dans une vision monolithique où les jeux sont faits à l'avance. Après, ne pas masquer évidemment le fait que le texte, qui de mon point de vue risque de préconiser le repli, et en tout cas invite les communistes à se regarder le nombril alors que l'enjeu c'est de faire en sorte qu'il y ait un parti communiste utile aux gens, va être en débat jusqu'au Congrès. Le débat va se poursuivre. Moi, je vais apporter. 25 novembre. Ouais, moi, je vais apporter ma contribution. C'est dans plus d'un mois. Quelle légitimité a encore Pierre Laurent aujourd'hui ? Il est secrétaire national du parti jusqu'au Congrès. Je vais vous donner mon point de vue. La fenêtre est étroite. Il y a, d'une certaine manière, trois stratégies qui s'offrent à nous. L'extrême bruyante solitude, le repli, le risque de dire que, en allant tout seul, comme un poisson rouge dans un bocal, on va vivre heureux. Le risque de la dissolution, c'est-à-dire de perdre l'âme de l'identité communiste. Et moi, je pense que face à un capitalisme sauvage, un libéralisme qui chaque jour fait de plus en plus mal, il y a une place pour la pensée communiste. Et puis, la fenêtre que moi je vais préconiser, rassembler la famille et faire en sorte que les communistes soient non seulement utiles au peuple, mais un élément moteur du rassemblement du peuple de gauche. Voilà le débat qui va traverser la famille communiste. Il n'est pas tranché à l'heure où nous parlons. Et puis, je pense que dans l'identité, dans l'histoire des cocos, pour parler simplement, oui. On a toujours été plus attachés à la lutte de classe plutôt qu'à la lutte de place. Autrement dit, si le Congrès se résume à un casting, alors nous serons passés à côté de ce Congrès. Et moi, j'ai confiance en l'intelligence des... Il faut quelqu'un quand même pour incarner Il faudra une direction pour incarner la nouvelle orientation. Et voilà. Je partage avec vous l'idée que l'enjeu pour nous, c'est de sortir de ce Congrès avec une ligne cohérente, et avec globale, qui à la tête du Parti et communiste, une visée. Ça sera aux communistes de décider. Une des questions, et vous venez de le dire, est la question du rassemblement du Parti communiste, mais pas uniquement. Il y a aussi la question de l'union de la gauche et des insoumis qui divisent au sein du parti. Vous êtes plutôt sur une ligne d'ouverture, il me semble. Oui. Comment faire pour réussir à rassembler cette gauche qui semble aujourd'hui incapable de se parler ? Pourquoi je dis ça ? Pas par idéologie ou par tactique. Je vais vous raconter en 3 minutes ma journée d'hier. J'étais au chevet d'une EHPAD où la déshumanisation est au rendez-vous, où le burn-out est au rendez-vous. À eux
dans ma circonscription et où les personnes âgées sont maltraitées. Et là, le député, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble, il écoute, il fédère, il se met à la disposition du territoire. 1 heure après, j'étais dans une boîte, Val d'Acage, Piochel, où les salariés me disent, écoutez, monsieur le député, on gagne 1 300 €, on est fiers de notre boulot, mais le matin, ça devient de plus en plus dur pour nous d'aller au boulot parce que les carburants ponctionnent notre pouvoir d'achat. Et vous pensez que dans ces cas-là, ils me demandent si dans le cadre du congrès du Parti communiste, quelle sexualité des anges je vais trancher. Ils me disent, il faut que vous soyez en situation de faire face à ce gouvernement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Oui, vous avez raison, il y a du pain sur la planche pour rassembler, et moi j'ai l'énergie pour ça. Sébastien Jumel, on va parler du remaniement. Première question, est-ce qu'il vous satisfait ce remaniement? On prend les mêmes ou on recommence, ou il y a un vrai changement de politique qui s'annonce? On prend les mêmes et on recommence. J'ai dit en plaisantant que ça m'avait fait penser à la chanson de Brassens, Les copains d'abord. Dosage homéopathique pour distribuer au modem la place qui lui revient. On offre le poste de ministre de l'Intérieur à celui qui l'avait rêvé, espéré et même exigé, nous dit-on. Et puis, Castaner. Ouais, et puis maintien de la politique, parce que la loi de finances qui est en débat cette semaine à l'Assemblée, c'est on continue les cadeaux aux plus riches et on continue de faire payer les plus pauvres, parce que selon la formule de Coluche, ils sont les plus nombreux. Sébastien Jumel, on va écouter ce qu'en pense de ce remaniement le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre. Il était sur CNews. Cette équipe réussit le rassemblement d'un certain nombre de compétences, voire d'un certain nombre de sensibilités politiques qui nous permettent de poursuivre le travail que nous entreprenons depuis maintenant presque 1 an et demi, et qui va nous permettre de rassembler très largement les Français autour de la politique que nous menons. C'est comme ça qu'on va relancer le quinquennat, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'une relance, qui a juste besoin d'un nouvel élan. Gilles Legendre chez nos confrères de CNews. Charlotte Chaffanjon. Alors on l'a compris, vous ne voyez pas d'inflexion dans ce remaniement, mais Emmanuel Macron s'est exprimé aussi cette semaine et on a l'impression d'une esquisse de mea culpa sur les derniers mois qui ont été effectivement assez mouvementés. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une capacité d'inflexion, de remise en question de ce gouvernement ou pas du tout? Alors c'était surréaliste, hein, cette prise de parole présidentielle. On aurait cru Giscard à la belle époque, et pas seulement à cause. Ça vous a fait penser à Giscard? Pas seulement à cause du manque de lumière. Et pourquoi alors? Parce que, c'était fade, c'était sans saveur, c'était sans souffle. C'est l'expression d'un président qui est de plus en plus isolé, de plus en plus coupé du monde. Et effectivement, il prend conscience que les humiliations à répétition, le pognon de dingue, les illettrés, etc., ça commence à agacer dans les territoires. Mais donc, il fait une inflexion. Il a tout de même infléchi sa façon de communiquer. Mea culpa sur la forme, et on poursuit sur le fond. Enfin, on vient de voter la loi Pacte, c'est une loi de dérégulation, de privatisation. Thatcher est au pouvoir en France. La finance est au pouvoir en France. Et je reviens d'Allemagne, j'étais à Berlin pendant 2 jours. Les mêmes politiques libérales produisent les mêmes effets, et l'appréhension que j'ai, c'est que cela va diviser le peuple de France, et cela favorise le repli. Et le repli, c'est la vague brune qui progresse en Allemagne, et le risque que la colère se retourne contre le peuple lui-même en France si on n'y prend pas garde. Vous agitez encore la menace de l'extrême droite? C'est un peu facile pour l'extrême gauche. Je ne l'agite pas. Je pense qu'il y a une réalité. Si l'on n'est pas en situation d'entendre la colère des retraités, si l'on ne prend pas en compte l'humiliation des territoires ruraux, celle des élus locaux qui n'en peuvent plus, si l'on ne prend pas en compte, chez moi, la désespérance des pêcheurs ou des agriculteurs, alors on nourrit le repli et la vague brune. Et moi, je porte cette colère. Je porte cette colère parce que je pense que, contrairement à ce que dit Macron, il y a une alternative au libéralisme. Il y a besoin d'un État qui protège, il y a besoin d'un État qui prend soin, il y a besoin d'un État qui met le paquet sur la santé notamment. Vous avez précisément évoqué la réforme des retraites, qui va être un des prochains gros combats à l'Assemblée nationale pour l'opposition. C'est cela, votre prochaine bataille, c'est pour cela que vous allez essayer de mobiliser, ou il y a d'autres combats qui vous semblent essentiels à venir ? J'ai plusieurs combats en tête. D'abord le combat des retraites, évidemment, parce que cette réforme pilotée par Delvoye et, j'allais dire, orchestrée par Matignon, qui prétend traiter à égalité chaque citoyen avec 1 euro cotisé, 1 euro de retraite, j'allais dire, acquis,
est profondément inégalitaire et de nature, à court terme, à nouveau à dégrader. Mais vous avez l'impression d'avoir la capacité de mobiliser, les syndicats sont assez faibles, la gauche est divisée, on n'a pas vu de mouvement de masse dans la rue depuis assez longtemps. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la colère des retraités. Elle est froide, elle ne s'exprime pas dans la rue au point où nous le voudrions. Ça ne se décrète pas d'ailleurs, mais elle est importante. Il y a un autre combat. Comment remobiliser ? En incarnant l'espoir. En un mot, et on va passer à l'info. En nourrissant l'idée qu'il y a une alternative à ce qui nous est proposé. Concrètement, en prenant l'argent là où il est, pour le mettre là où il y en a besoin. Et il faut que les gens aient conscience qu'il est possible de faire autre chose comme politique, qu'une politique qui met la finance au cœur de son projet, alors que nous souhaitons mettre l'humain, les territoires au cœur du projet politique. Vous parliez, Stéphane Jumel, du financement des collectivités territoriales. Eh bien, ça tombe bien, parce que Jacqueline Gourault aussi en parlait chez nos confrères de France Inter il y a peu. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires. Il y a des niveaux de collectivités territoriales, comme par exemple les départements, qui ont de vrais sujets financiers qu'il faut traiter avec le gouvernement. Ce sont des collectivités locales qui ont en charge la politique sociale, que ce soit les allocations individuelles de solidarité ou le phénomène des mineurs non accompagnés qui pèsent sur leurs finances. Je crois qu'il y a de réels problèmes. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires depuis peu. Charlotte Chaffanjean. Alors on a vu ces derniers mois les élus locaux monter au front, assez furieux contre le gouvernement. Vous dénoncez une mise sous tutelle de l'État, voire une recentralisation, une baisse des dotations. Enfin voilà. Rien n'a l'air d'aller. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une oreille au gouvernement, et encore plus maintenant que Jacqueline Gourault a été nommée, et que les choses vont dans le bon sens ou pas ? Écoutez, elle vient d'arriver, on va voir si elle corrige le tir. Moi, ce que je sais, c'est que... Elle reconnaît certaines choses, en tout cas. Dans nos territoires, les communes sont asphyxiées. Le milieu rural est abandonné. Assassiné même. Alors qu'il y a de l'énergie, il y a de l'intelligence. J'étais à Colsonbov. C'est pas lié à l'élection d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr que c'est lié à l'élection. Enfin, ça s'est aggravé avec. Hollande avait montré le chemin en asphyxiant les collectivités, en généralisant l'austérité à tous les étages, et le président de la République continue. Il y a une note qui vient d'être adressée à tous les préfets de région pour leur demander de réfléchir à la présence des services de l'État dans les territoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire métropolisation des services publics. Ça veut dire régionalisation de l'ensemble des services de l'État. En Normandie, ça veut dire l'agence régionale de santé à Caen, à 150 km de chez moi. Le rectorat à Caen, l'URSSAF, la CPM, la CAF. Ce qui est utile à nos habitants, déménager des territoires éloignés des oubliés de la République. Les gens ne veulent pas de ça. Et puis, c'est des services publics déshumanisés. Aujourd'hui, vous voulez faire une carte d'identité ou un passeport. Lorsque vous habitez dans le pays de Bray, ça devient la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il y a les services publics pour les métropoles, il y a les services publics pour ceux qui vont bien, et puis il y a la France pour les autres. Moi, je suis attaché à une République présente partout. Mais vous voulez expliquer comment c'est une volonté politique justement de recentralisation, comme certains le redoutent, ou alors c'est une question économique de faire des économies ? Les deux à la fois. C'est un État centralisateur, un État qui multiplie les injonctions contradictoires, et en même temps un État qui fait rentrer la logique d'austérité pour déshumaniser la réponse. Alors que moi, je suis profondément attaché à la commune. C'est l'instance de démocratie vivante par excellence. On connaît son maire. On toque à sa porte, on met un visage sur lui. On peut même l'engueuler, le cas échéant, lorsque les choses ne vont pas assez vite. Mais les communes, ce sont des lieux de vivre ensemble, où on tisse du lien, où on se connaît et on se reconnaît. Et moi, je pense que, pour revenir à mon diagnostic de tout à l'heure, lorsque tout fout le camp, la commune est un rempart. Et il est urgent que le gouvernement donne les moyens aux communes de fonctionner, rétablisse le lien, le couple département-commune, qui est vital pour l'aménagement du territoire, et en finisse avec les intercos mastodontes, désincarnés. Parce que ce schéma-là, c'est celui de l'Europe, et cette Europe-là, les gens n'en veulent pas. On va précisément parler de l'Europe, puisque dans votre circonscription, l'été a été marqué notamment par la guerre autour de la coquille Saint-Jacques. Oui. Effectivement, les quotas sont plus faibles en France qu'en Angleterre pour la pêche. Du coup, les Français ne sont pas
très contents. On se rapproche d'un no deal. En tout cas, il devient de plus en plus probable sur la question, pas d'accord sur la question du Brexit. Et est-ce que vous êtes inquiet de cette situation? On prend l'exemple des coquilles Saint-Jacques parce qu'il a marqué l'été, mais il y aura d'autres questions qui se poseront. Vous avez raison. Moi, dans ma région, la pêche, c'est 3200 bateaux. Et puis ma région, c'est aussi l'agriculture. Sur ces deux sujets-là, il y a un vrai risque que l'Europe soit dans une logique de désengagement. La PAC peut être remise en cause. Et sur la pêche, le ministre Travers, qui n'est plus ministre, mais le gouvernement disait aux pêcheurs, démerdez-vous entre vous. Trouvez des règles communes entre vous. Or, les Anglais viennent pêcher sans normes sociales, sans normes environnementales et sans normes tout court. Sans limite de temps. Sans limite. Et le risque est grand que le Brexit soit négocié par la France avec en tête la City, la finance, et que la variable d'ajustement soit la pêche, l'agriculture et l'originalité de ce qui fait la France, c'est-à-dire ses territoires, son modèle social. Donc oui, très inquiet du Brexit et de ses conséquences. Je suis d'ailleurs allé à Berlin la semaine dernière pour évoquer ce sujet-là, parce qu'il faut bâtir des convergences avec d'autres pays européens. Et puis nous demandons au gouvernement de la transparence sur les négociations, parce que aujourd'hui c'est Barnier qui mène les négociations au nom de la France, Monsieur Barnier, mais il a aucune légitimité démocratique. Donc cette Europe qui fonctionne avec des technocrates... Les médiateurs, pas uniquement de la France, des 27 pays de l'Union européenne. Mais en dehors des peuples. Merci à vous deux, merci Charles Chaffanjon, journaliste à Vanity Fair, et merci à Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime. Merci à vous. Merci.